Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre et ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors aujourd'hui, amis spectateurs, je suis vraiment ravi de vous offrir cette émission parce que Jean-Michel Grandcir des éditions JMG m'avait envoyé le livre de Simon Guessiaume, c'était au courant du printemps. On n'a pas pu faire l'émission avant puisque l'été est arrivé beaucoup plus vite que nous ne le pensions, mais voilà, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Simon Guessiaume, auteur du livre Nos défunts nous consolent. Simon, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci de me recevoir dans votre émission, je suis moi-même très content d'être parmi vous. Non, vraiment, alors, comme je vous le disais, c'est un livre qui m'a vraiment, je ne sais pas si le terme c'est enthousiasmé, en tout cas intrigué, qui soulève énormément de questions, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vous-même, alors, votre titre exact, c'est psychologue clinicien, hein, c'est bien ça ? Psychologue clinicien, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours au fait des différents libellés, je dirais, de ces métiers médicaux ? Alors, psychologue clinicien, c'est différent de psychiatre. Psychiatre, c'est un médecin donc, qui a fait des études de médecine et qui, après ses études de médecine, s'est spécialisé en psychiatrie. Donc, on va dire, grosso modo, qu'un psychiatre va envisager le trouble psychique un peu comme une maladie, hein, et qui va essayer de guérir par des médicaments et par de la thérapie. Le psychologue clinicien, lui, a fait des études de sciences humaines à l'université de sciences humaines, donc il conçoit plus la pathologie comme un trouble de la relation qu'il va guérir avec de la thérapie, mais pas de médicaments, puisque ce n'est pas un médecin. Voilà à peu près la distinction entre psychiatre et psychologue. Alors après, bien sûr, il y a psychothérapeute, psychanalyste. Psychanalyste, c'est quelqu'un qui a fait soi-même une psychanalyse, donc allongé sur un divan pendant de nombreuses années. L'image classique. Décide d'utiliser cet outil pour s'orienter dans la clinique. Mais c'est un outil de psychothérapie, la psychanalyse. Voilà. Les formations initiales sont assez différentes. Vous avez fait quel cursus, vous, de formation initialement ? Alors moi, j'ai un bac+5 en sciences humaines. D'accord. Donc, mention psychologie clinique et troubles du lien social. Ouais. Voilà. Oui, donc, oui, troubles du lien social, effectivement. Alors, quand j'ai dit le titre du livre, c'est vrai que ça ne vous parle peut-être pas, mes spectateurs, mais ce que je vous propose, Simon, je vais lire la 4e de couverture qui va beaucoup plus vous éclairer. Donc, nos défunts nous consolent. Dans les jours ou les semaines qui suivent dans les jours ou les semaines qui suivent le décès d'un proche, une personne endeuillée sur 4 affirme ressentir une présence du défunt à leur côté. Une personne sur 4 quand même. Hein. Ce phénomène que l'on nomme vécu subjectif de contact avec les défunts, VSCD, se présente sous forme d'apparition, de perception d'odeur, de son, de sentiment de présence ou bien encore d'intuition fulgurante en lien direct avec la personne décédée. Quel sens pouvons-nous donner à ces phénomènes ? Correspondent-ils à une étape psychologique classique de reconstruction sur le chemin du deuil, ou bien apporterait-il la preuve de la survivance d'une forme de conscience au-delà de la mort physique ? Dans ce cas, serait-il alors possible d'initier un contact avec nos défunts ? Voilà, ça c'est quand même un sacré pitch, je trouve. Merci. Voilà, là, on est obligé de, quand on regarde le livre, on est obligé de dire, là, je peux pas rester comme ça, il faut que j'aille un petit peu plus loin quand même. Oui, c'est vrai que c'est le fruit de nombreuses années, hein, en fait. Ce livre, il a pris, je pense, à peu près 10 ans pour l'écrire, entre le temps de recevoir les témoignages, d'analyser, de faire moi-même mes enquêtes. Voilà, c'est vraiment toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont amené à faire ce livre. Ça ne s'est pas fait en quelques mois. Hein. C'est vraiment ça, le fruit de maturation et de rencontres, de nombreuses rencontres. Alors, quand vous écrivez ce livre, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais quand vous écrivez ce livre, vous accompagnez les personnes qui sont en fin de vie sur des maladies assez longues, j'imagine, et puis les gens qui vont survivre, à savoir leurs conjoints, leurs enfants, j'imagine, ou voire leurs parents, si ce sont des personnes un petit peu plus jeunes. Vous étiez prédestiné à ce domaine précis ou ça a été un petit peu le hasard d'entrer dans un service avec ce type de travail d'accompagnement ? Alors, je travaille en soins palliatifs depuis une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Alors, est-ce que c'est un hasard ? On pourrait croire que c'est un hasard, mais finalement, il n'y a pas de hasard dans la vie.
Depuis tout petit, ces questions-là, finalement, m'intéressaient. La question de la mort, de l'abandon, de la perte. C'était quelque chose qui résonnait très fort en moi. Et finalement, si je suis arrivé là, c'est pas du tout par hasard, puisque ça répond vraiment à toutes les questions que moi-même j'ai pu me poser. Ouais. Et effectivement, voilà, c'est un domaine Bah, dans lequel je m'épanouis malgré toute la dureté et la violence que ça peut être au quotidien, parce que c'est pas facile, hein. On peut croire comme ça que c'est un beau métier. Oui, certes, c'est un beau ah non, métier, non, mais non. accompagner Oui. de souffrance, c'est Non, parfois non, compliqué. très honnêtement, je pense qu'il faut énormément de courage. C'est nécessaire, c'est indispensable même. Mais effectivement, là, c'est pas je ferme la porte du bureau et je suis en week-end, quoi. Enfin, c'est Non. quelque chose, j'imagine, en tout cas dans les premières semaines ou dans les premiers mois, qui doit quand même. Enfin, voilà, Tout le temps. faut arriver à prendre du recul, quoi. Voilà, c'est pas évident, j'imagine. Ah, ça est un vrai travail psy, hein, Ouais, que ça nous fait ouais, faire. ouais, Puisque c'est comme ça. exactement, on ne ferme pas la porte le soir. Le soir, quand je ferme Mm. la porte, j'emmène avec moi les patients que j'ai pu voir, les familles que j'ai pu rencontrer, les enfants que j'ai pu recevoir dans mon cabinet. Ils sont dans ma tête tout le temps, et même en vacances, je pense. Je dis, tiens, Ouais, qu'est-ce ouais. qui où est-ce que ça en est? Tiens, c'est vrai qu'il m'avait dit ça. Ils sont tout le temps avec nous, tout le temps. Mm. Et c'est vrai qu'à côté, bah, c'est plutôt intéressant d'avoir une vie à peu près équilibrée parce que voilà, on porte beaucoup de J'imagine bagages. quand même, ouais, qu'il faut, bah voilà, il faut. Bon, après la philosophie dit toujours, philosopher, c'est apprendre à mourir. Bon, mais enfin quand même, quoi. Justement, oui, j'imagine qu'après on se dit que bah vivre c'est bien aussi, carpe diem, et que ça passe vite et Oui, qu'il faut pas laisser le temps filer parce qu'on le rattrapera pas, quoi. Hein. Une fois que c'est fini, c'est exactement. fini. Hein. Enfin, Exactement, le temps passe très vite, oui. C'est vrai que depuis que je suis dans ces services, bah, j'apprécie plein de petites choses. ouais. Voilà, mais des choses toutes bêtes, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de valeur, hein, le fait d'être avec ses enfants, de recevoir des amis, de prendre plaisir d'être dans un bon restaurant. Ouais. Puisqu'effectivement, le temps passe très vite. Hein. Vous voyez, je suis en train de vous dire, ça fait 15 ans que je suis dans ce service, et moi-même, en m'écoutant vous le dire, je me dis, waouh, déjà 15 ans, mon Dieu, Déjà déjà 15 15 ans, ans, oui, ça a effectivement. filé, ça a filé très vite. Et Vous ça étiez apprend vraiment. déjà Vous étiez déjà philosophe ou vous avez développé une forme de philosophie à travers ces années de pratique? Ah ben, je me posais beaucoup de questions étant enfant, étant Ouais. adolescent, mais comme beaucoup d'enfants et comme beaucoup d'adolescents, ni plus ni moins. Après, le choix de ces études-là, c'est pas un hasard non plus si je suis arrivé dans ces études-là. Mais le Mmh. fait de travailler en soins palliatifs avec des personnes en fin de vie, effectivement, ça m'a aidé à pousser encore plus loin ces réflexions que l'on ne se pose pas autrement dans d'autres circonstances. Par exemple, quand on a un Ou qu'on ne cabinet veut en pas soins se palliatifs, par poser. exemple, on n'est pas amené à rencontrer toujours des personnes qui font le point sur leur vie, de ce que ça a été leur vie, s'ils ont fait les bons choix ou pas, s'ils ont été des bons époux, finalement, qu'est-ce qu'ils ont été et qu'est-ce qu'ils ont apporté dans Ouais. la vie aux autres. Et qu'est-ce qu'il laisse? Et qu'est-ce qu'il laisse aussi surtout quoi, parce que c'est un Qu'est-ce petit qu'ils peu laissent ça. comme Ouais. héritage? Alors, héritage avec un grand H, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se souvenir de moi? Qu'est-ce Ouais. que j'ai transmis comme valeur? Et si c'était à refaire, est-ce que je referais les mêmes choses ou pas? Voilà, c'est un peu amer parfois, hein, C'est mais c'est c'est comment dire? C'est un domaine qui a évolué. Moi, je vous cache pas que c'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus que moi, en fait, pour tout vous dire, je vous donne une anecdote et c'est pour ça que le sujet, quand je lis un veuf, enfin une personne qui perd une personne endeuillée sur quatre affirme ressentir la présence du défunt de leur côté. Honnêtement, Simon, je me demande si c'est pas plus même. Hein. Je vous le dis. Hein, alors c'est peut-être une personne sur quatre qui ose le dire, mais oui, moi, quand j'avais 12 ans, mon beau-père, enfin mon ex-beau-père, m'avait raconté qu'il avait eu le malheur de perdre sa femme dans une première vie et qu'effectivement, le jour où elle était décédée, il s'était endormi dans le canapé du salon et il s'était réveillé et il avait vu une forme éclairée dans le salon qui le regardait et il m'avait dit je pense que c'était elle qui était là et qui me disait au revoir. Alors c'est vrai que quand vous avez 12 ans qu'un adulte qui d'autant plus est la figure d'autorité vous dit ça, vous dites waouh, c'est particulier quand même quoi. en fait, c'est 1 sur 4 lorsque c'est un proche qui décède. On a une chance sur 4 d'avoir un contact dans les jours ou dans les semaines qui suivent le décès de la personne. Une chance sur 4, c'est vrai que c'est énorme. Mais si c'est son conjoint, on a une chance sur 2 Voilà, d'accord. d'avoir un contact Ouais. avec le défunt. Et ça monte à 3 chances sur 4 Mmh. et son enfant Ouais. qui malheureusement décède. Oui. Et effectivement, c'est énorme, mais vous avez raison de le dire, c'est une personne sur 4 ou une personne sur 2 qui ose l'avouer. Voilà, c'est ça, toujours pareil. Alors, par contre, quand on dit ça, Simon, attention à ce qu'on dit. On ne dit pas que ces personnes-là,
vivent une réalité. En tout cas, c'est la leur. Mais aujourd'hui, il n'est pas acté, il n'est pas prouvé qu'elles ont un contact avec le défunt disparu. Hein. C'est important de le dire, ça aussi. Hein. Voilà, c'est une personne sur 4 qui dit « moi, j'ai eu l'impression d'eux ». C'est plus qu'une impression, c'est une certitude. Ouais, Dans la voilà, pour la VSD, c'est une personne. certitude. Voilà, c'est-à-dire que ces personnes ressentent, voient Ouais, clairement ce que vous avez raconté. Elles voient, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mensonges, c'est pas une impression, en fait. C'est ça la différence avec une hallucination. Quand c'est une ouais, hallucination, on a un regard critique dessus. On se dit, ah oui, finalement, j'étais fatigué, et oui, j'ai vu, mais en fait, c'était pas tout à fait ça. Les personnes qui ont un vécu subjectif de contact avec un défunt sont certains de ce qu'ils voient, de ce ouais. qu'ils expérimentent. Il n'y a pas de doute possible. Ça dure quelques Alors, secondes. Donc effectivement, on voit la grand-mère apparaître au pied du lit. Ça dure 2-3 secondes et hop, ça disparaît. Mais on est sûr de ça. On ressent la alors présence de quelqu'un qui s'appuie contre nous, une main qui s'appuie, et on ressent la ouais. main. C'est indéniable. Ah, ça doit être une expérience assez particulière, effectivement. Alors, justement, pour la médecine, c'est quoi? C'est une hallucination post-traumatique? Quel est comment dire, le diagnostic, quelque part, du médecin, on va dire, de façon générale? Oh, bah, Est-ce il que va c'est passer ça comment dans les troubles du deuil en général. On va dire c'est un deuil un petit peu compliqué. Donc le deuil compliqué, ça va s'exprimer sous cette manière-là, sous une forme d'hallucination. Freud disait en 1920 dans un de ses livres que finalement la souffrance du deuil, de la perte, l'expérience de la perte est tellement forte que ouais. l'esprit inconscient de la personne va l'amener à halluciner la présence du défunt. Il parle là d'une hallucination. Mais quand il parle d'hallucination, il veut dire on est dans une foule et puis on croit apercevoir au Mm. loin, comme ça, quelqu'un, la personne qui est décédée. Ou alors, quelqu'un parle et on croit reconnaître le son de sa voix. Mais on croit voir, on croit reconnaître. C'est-à-dire que tout de suite, c'est soumis à critique. Vous voyez? Alors que dans les Oui, expériences de VSD, c'est vraiment une certitude pleine. Il n'y a pas ce sentiment de dire ah oui, non, là, j'ai mal entendu, ou j'ai mal vu, ou j'ai mal senti. Non, 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 absolument pas. L'expérience était indéniable. alors, Donc, justement, effectivement, ce terme que moi je connaissais pas, hein, ce terme de vécu subjectif de contact avec les défunts, donc le VSCD, c'est un terme médical ou c'est un terme qui a été créé non, absolument pas. Il a été créé par l'INRES donc il y a une dizaine D'accord. d'années de ça pour répondre un petit peu à tous ces phénomènes que l'on constatait, mais que l'on ne voulait surtout pas classer dans les hallucinations post-deuil, puisque qui dit hallucination dit trouble psychique avec tout le côté délétère qu'il y C'est a un peu ça. derrière cette hallucination. C'est pour ça que c'est toujours un C'est petit peu délicat de parler d'hallucination, et c'est pour ça que c'est toujours aussi délicat pour les personnes qui sont endeuillées, qui ont vécu ce genre de phénomène, d'en parler. Parce que ouais. venir en parler à quelqu'un, à son médecin ou au psychologue, encore plus au psychologue, c'est d'avouer d'être un petit peu fou quelque part. Et de ça, on Mm. n'a surtout pas envie de passer pour un fou. Bah, surtout Donc c'est pour ça effectivement quand on est face à une figure médicale, effectivement, on est un petit peu quand même, mais on se rend compte que ce soit ces expériences-là, que ce soit les expériences de mort imminente, que ce soit les sorties de corps ou que ce soit les gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres, on est toujours un petit peu dans le phénomène de la grotte de Platon, c'est-à-dire ces gens ont dans leur réalité quelque chose d'extraordinaire, mais quand ils reviennent pour l'expliquer, bah, les autres singes de la caverne vont un petit peu se moquer d'eux, voire vont les tuer parce que ce qu'ils disent est trop dérangeant et ne rentre pas dans le canevas classique. exactement. Et puis, il y a ces genres d'expériences, alors pas spécialement les VSCD, mais je parle dans les expériences de sortie du corps, par exemple, ou Ouais, dans ouais. dans les EMI, les expériences de mort imminente, donc où les personnes en état de mort cérébrale se décollent de leur corps physique et peuvent Mmh. observer tout ce qui se passe autour d'eux. Quand elles réintègrent leur corps, elles ont du mal finalement à mettre des mots sur cette expérience, puisque l'expérience est tellement grande, énorme et dépasse la sensorialité habituelle que c'est effectivement compliqué d'utiliser des mots de la vie de tous les jours pour décrire cette expérience. Mmh, Et puis, mmh, bien sûr, il y a l'impression de ce qui a été vécu était tellement fort, tellement beau, qu'on n'a pas envie d'être moqué. Alors ça oui. rejoint un peu les VSCD. C'est-à-dire que quand un VSCD arrive, c'est une expérience tellement merveilleuse pour celui qui la reçoit, c'est-à-dire que l'être qu'il aime lui fait un petit coucou de l'au-delà en lui disant bah, je suis toujours vivant quelque part et je pense à toi et je t'aime. En gros, c'est le message qui est transmis. Ce message est tellement beau qu'ils n'ont pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre, Mmh, sous mmh. peur d'être ridiculisé, en disant mais bon, allez, si ça te fait plaisir de croire ça, c'est très bien.
Ok. Ouais, Non, c'est infantilisant, c'est même limite pédant, quoi, de dire bah c'est tu supportes c'est pas le ça. choc, donc il te faut des béquilles, quoi. Mais Oui, ouais, oui, voilà. oui. On, En disant: «Ma pauvre, oui, c'est bien gentil, c'est bien gentil. ouais. Allez, allez». Non, on On n'a n'a pas pas envie envie d'entendre. on n'a pas envie que le message soit minimisé, quoi. Voilà, c'est un message qui vous est destiné. Donc oui, je peux comprendre effectivement que. Alors justement, moi, c'est une vraie question parce que euh, quand j'ai lu votre livre, alors encore une fois, qui n'est pas qui ne porte pas de dogme, hein, c'est-à-dire que vous dites pas dans ce livre, oui, nous savons, les défunts parlent aux vivants et Ah non, oui, surtout il pas. faut s'y pencher. Non, non, mais voilà, hein, c'est pas du tout le. Oui. Là, on est vraiment sur un partage d'expérience, et c'est ça qui rend vraiment le livre intéressant, d'un praticien, de quelqu'un qui est au contact au quotidien, bien, avec des gens qui vont partir et puis les gens qui restent, parce que vous travaillez aussi avec les personnes qui vont partir et elles aussi ont parfois des expériences étonnantes, quoi, comme si elles, Voilà. enfin, pas comme si on leur donnait une date, mais c'est presque ça, quoi. Alors tout à fait, et ça a été d'ailleurs la porte d'entrée de toutes ces questions pour moi, hein. C'est-à-dire que lorsque je suis rentré dans ces services de soins palliatifs, j'étais vraiment surpris par le nombre de patients qui, dans les tout derniers jours, on va dire, de leur vie, affirmaient voir leur maman, pour la plupart, hein. Pour la Ouais, plupart, c'est ouais. la maman, c'est une figure maternelle, Mm. au pied de leur lit. Alors ça, c'est vraiment incroyable quand on dit ça. Ça arrive une fois. Bon, ok, ça arrive une fois. Mais vraiment, c'était presque toutes les semaines, on avait des témoignages comme ça de patients qui disaient, bah, vous savez, j'ai ma mère qui est apparue, ou j'ai ma grand-mère qui est venue en rêve. Mais un rêve, finalement, qui était un peu étrange, pas comme les rêves habituels. Mm. Un rêve qui Mm. avait vraiment ce sentiment de réalité. Et puis, lorsqu'on rentre dans les chambres de certains patients qui sont déjà fortement abîmés, on va dire altérés, Mm. Mm. qui ne Mm. peuvent plus parler, on voit par moments qu'ils tendent la main vers quelque chose, qu'ils essayent d'attraper quelque chose ou quelqu'un, là où pour nous, il n'y a rien, hein. Mm. Et ça, si vous saviez le nombre de témoignages de collègues soignants qui me disent, mais tu sais, je suis rentré là dans la chambre de cette petite dame, là, et puis elle était dans le coma depuis plusieurs jours, et puis tout d'un coup, elle a ouvert les yeux, elle a tourné la tête, elle a regardé le vide, et elle s'est mise à sourire avec un sourire merveilleux, comme s'il y avait quelqu'un qui la regardait, en fait, hein, et elle est décédée. Comme si quelqu'un était venu la chercher. Bon, ça, Ouais, c'est une ouais, interprétation ouais. qu'on fait. Mais c'est vrai que ce sont des témoignages récurrents. Et si vous interrogez tous les soignants qui ont un petit peu de bouteille, hein, peu importe, que ce soit médecin, infirmier, aide-soignante, puisque les aides-soignantes, mon Dieu, sont tellement au chevet des patients qu'elles Ouais. savent tout ça. Voilà. Le Mais nombre de témoignages m'a vraiment surpris. Donc ça c'est a été ça la la porte d'entrée pour question. moi. Vous soulevez un point essentiel. Euh, Parce que c'est souvent ça le problème, c'est en petit comité, à l'abri des oreilles des autres, on va dire bah oui, oui, j'ai vécu ça, je pense ça, je suis pratiquement sûr de ça. Mais je suis pas sûr que le grand public soit prêt à l'entendre. Et je dirais même, est-ce que les institutions médicales, dans leur hiérarchie, sont prêtes à dire oui, il faudrait qu'on mène une étude de grande ampleur parce qu'il y a quand même un sujet. Voilà, les aides-soignantes nous le disent, les accompagnements nous le disent. On passe peut-être à côté de quelque chose. Est-ce que le monde médical est prêt à ça ou c'est encore un peu tôt? C'est encore peut-être un tout petit peu tôt, mais voilà, par rapport à il y a 15 ans, je pense que ça s'est drôlement ouvert. Il y a de plus en plus de scientifiques, quand même de renom, qui osent aborder ces sujets. Euh, tous les médecins avec qui je peux en parler, en général, ne sont pas contre cette idée, finalement, hein. Là où il y a 20 ans, ils ont été assez fermés. Oui. Maintenant, ils écoutent ce que je peux dire, les témoignages que je peux rapporter, et puis de toute façon, ceux avec qui je travaille sont confrontés aussi à ces mêmes phénomènes. Donc finalement, on en arrive un peu aux mêmes conclusions. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Enfin voilà, non mais c'est une vraie question parce que moi c'est vrai que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, moi je parle souvent du psy, alors je crois qu'il est j'écouvre, oui. psychologue ou psychiatre, John Mack, qui était un psychologue, je crois, qui a écrit un livre, un des premiers livres sur les abductions extraterrestres, et on sait que ça a été très 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 compliqué après pour lui, bien par rapport à ses pairs, par rapport à son poste, enfin voilà, ça a été un petit peu la chasse aux sorcières. Euh, quand vous vous êtes dit, bon, je vais attaquer l'écriture de ce livre parce que j'imagine vous vous êtes dit, c'est important pour moi de partager tous ces témoignages que j'ai. En même temps, vous vous n'êtes pas dit, mais est-ce que je ne prends pas un risque professionnel d'aliénation ou de moquerie à venir, justement, de stigmatisation. Je suis le gars qui a écrit un livre sur les contacts subjectifs, enfin pardon, excusez-moi, les véhicules Les subjectifs véhicules subjectifs de contact avec les défunts. de contact avec les défunts. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'une sorte de stigmatisation?
Un petit peu. Ouais. Un petit peu, mais pour être franc, j'ai toujours été assez indépendant. Et finalement, c'est un sujet qui me passionne tellement que ça va au-delà des simples moqueries. Et puis les moqueries, elles se font derrière mon dos, donc déjà, je les verrai pas. Oui, d'accord, ouais, voilà, Mais en fait, j'ai tellement de témoignages, j'ai tellement de personnes finalement qui m'ont porté, que ce soit les patients, que ce soit les familles, que ce soit mes collègues, que non, j'ai absolument pas peur de ça, je crains pas ça, je trace mon chemin. Et finalement, vous savez, quand je commence à parler de ça, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais c'est vrai ce que tu me dis, toi, je t'écoutais, je parlais pas, mais finalement, tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça. Mon père aussi a Mmh. vécu ça, ou mon cousin a vécu ça. Et finalement, on s'aperçoit qu'autour de la table, tout le monde a une anecdote comme ça à raconter. Seulement, Ouais. il faut créer, bien sûr, il faut créer une ambiance de confiance lorsqu'on est avec les personnes. Si on part dans des choses un peu farfelues, c'est sûr qu'on risque de leur faire Mmh. peur. Mais si on explique calmement le sujet, les expériences qu'on a pu vivre, les témoignages qu'on a reçus, en toute bonne foi, les gens s'autorisent à venir vous parler. Et voilà, donc ce qui est important, c'est de créer déjà une bonne relation, expliquer le contexte, et puis rester ouvert. Forcément, si on est très dogmatique, on va embarquer avec nous une certaine partie de personnes et Ouais, pas d'autres, et pas forcément. d'autres, ouais. Ouais, Mais dès qu'on effectivement. est ouvert, dès qu'on dit voilà mon expérience, maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, in fine, je ne sais pas. Il y a quand même des preuves qui me tendent à penser que moi, oui, mon expérience me montre que oui, pour moi, il y a une vie qui continue après la mort. Mais maintenant, mon expérience n'est pas votre expérience. Ouais. Voilà. Donc moi, je propose des pistes de réflexion, des témoignages, et après, vous en arrivez aux conclusions que vous voulez. Il ne faut rien imposer aux gens, de toute façon. Et c'est ça le travail du psychologue, finalement. Le psychologue, il n'est pas là pour faire passer une vérité à quelqu'un qui vient le voir. Il est là pour le faire cheminer, lui, là où il en est à ce moment. Vous voyez, Alors, ça, le travail du psychologue clinicien, c'est le faire cheminer l'autre dans sa construction. oui, c'est ça l'idée, c'est qu'il y arrive tout seul. En fait, vous montrez des chemins, mais c'est la personne qui choisit malgré tout là où elle veut aller, quoi. Voilà, vous n'êtes Voilà, pas. exactement. Et voilà, exactement. Il choisit son chemin. Et puis, ce que je dis des fois peut prendre sens plusieurs mois, plusieurs années après. Mais ça, comme dans tout sujet avec les personnes lorsqu'on est psychologue. C'est-à-dire quelque Alors, chose qu'on implante, un message qu'on essaie de faire passer en psychothérapie, peu importe le message, hein, ne trouve pas forcément une résonance tout de suite. Mais des fois, des années plus tard, je retrouve des patients qui viennent me voir en me disant mais c'est vrai, je me souviens de vous, vous m'aviez dit ça à l'époque, et bah, j'y avais pas cru, ou je n'avais pas porté plus d'intérêt que ça. Et finalement, vous aviez raison. Voilà. Et oui, alors, parce que c'est à chacun de justement, faire son expérience. c'est ça la question, c'est que, alors, je croyais que ce livre, parce que Jean-Michel m'avait envoyé le livre en avril 2022, donc je pensais qu'il venait de sortir, mais non, puisque c'est un livre qui est sorti en avril 2021, donc maintenant Oui. il y a une grosse année. Oui. J'imagine que quand vous l'écrivez, vous en faites pas spécialement la publicité ou la promotion autour de vos confrères professionnels. Euh, le livre sort. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des confrères qui sont venus vous voir en disant bon, j'ai lu le bouquin, c'est intéressant, moi-même il m'est arrivé des choses, ou je peux faire des rapprochements par rapport à d'autres témoignages, ou même des patients qui viennent vous voir en disant écoutez, je viens vous voir parce que je suis tombé sur votre travail et c'est vrai que je me sentais un peu fou, mais je me rends compte que je le suis peut-être pas tant que ça. Est-ce que ça vous arrive, ou ça vous est arrivé, ou Oui. c'est encore un peu tôt? Bien sûr, oui, si, ça arrive. Des collègues donc, qui lisent le livre et donc qui viennent me voir en disant ben, voilà, c'est intéressant ce que tu écris, et finalement, ça m'a permis de comprendre ce que moi-même j'avais vécu à la mort de mon papa, par exemple. Alors, Mm. voilà, je vais te confier, voilà, ce que j'ai jamais dit à personne, mais non, voilà, et ils racontent leur histoire. Oui, oui, il y a vraiment de ça. Et puis des collègues, là, j'ai un collègue médecin qui, alors voilà, il est intrigué par ça. Voilà, il y croit Mm. pas tout à fait, et pourtant, il n'arrête pas de me poser des questions sur le sujet. Voilà. Et puis il me dit c'est vrai que c'est intéressant, mais bon, c'est beau de rêver quand même. Il me dit souvent ça. Mais Ouais, presque tous bon. les mois, il vient me voir en me posant une question voilà, qui tourne autour du sujet. Et Mm. lui-même dit d'ailleurs Simon, c'est marrant parce que finalement, plus j'avance dans la médecine, plus je doute de tout. Avant, quand je sortais de l'école de médecine, que j'étais jeune étudiant, je croyais tout comprendre. Voilà, c'était 1 plus 1 égale 2. Alors que maintenant, non, je me retrouve démuni finalement. Je m'aperçois qu'il y a plein de choses auxquelles je ne sais pas répondre aux gens. Voilà. Et donc, Alors, voilà, lui, il laisse la porte ouverte. Donc lui, ça chemine, c'est doucement, bien mais ça déjà. chemine. Non, mais c'est bien déjà, au moins de laisser la porte ouverte. Ça veut pas dire si on vous ferait, mais au moins de dire bon, il y a
une possibilité que quelque chose survive. Alors justement, j'ai parlé parfois à des médiums, à des gens qui travaillent sur la réincarnation, sur des choses comme ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un consensus sur la notion de ce qu'est un fantôme. C'est-à-dire que pour certains médiums, en fait, la notion de fantôme, ce serait plus un champ d'information plutôt que la personne, un champ d'information qui deviendrait accessible ou pas. Moi, je trouve ça assez intéressant. On se rapproche un peu de la physique quantique, de choses comme ça, mais on laisserait une bulle d'information qui serait peut-être captable dans un certain état d'esprit. Je pense à tous ces petits enfants qui disent avant 6 ans avoir vécu une vie de quelqu'un d'autre ou des choses comme ça. Oui, c'est incroyable ça, oui. C'est quand même passionnant, et c'est vrai de se dire, mais en fait, dans la maison où la personne a vécu, est-ce que quelque part on laisse pas des informations comme des données, comme un téléphone, enfin des données qui sont dans l'air et que le défunt, de par un état d'esprit particulier, arrive à accéder. Enfin, c'est quand même, moi, c'est une théorie qui me passionne. Oui, alors moi là, j'en suis quasiment convaincu, c'est-à-dire que partout où on passe, nous laissons des traces de notre passage, surtout des traces émotionnelles. C'est-à-dire quand il s'est passé des choses importantes émotionnellement dans la vie de quelqu'un, dans un lieu, que ces informations ont pu être répétées, donc imprimées durement, effectivement, l'information peut rester dans les murs, dans l'eau. Les travaux de Massimo Emoto sur la mémoire de l'eau est assez incroyable. L'eau serait capable d'engranger des informations et notamment des émotions. Serait. Mais... Oui, amis spectateurs, nous sommes dans la prospective, là. Nous n'affirmons absolument rien. Vous l'aurez bien compris. Puis c'est des pistes de réflexion, mais des pistes de réflexion vraiment intéressantes et qui se basent encore une fois sur des expériences qui ont pu être faites ou des témoignages qui ont pu être recueillis. Alors effectivement, les fantômes, c'est un peu compliqué, puisque un fantôme, ça peut être effectivement une mémoire rémanente, comme vous dites, c'est-à-dire quelque chose qui se répète en boucle, qui ne serait pas vraiment la présence d'un esprit désincarné, mais plutôt une information qui prendrait forme sous la forme d'un son, d'une image qui se répète en boucle. Voilà. Donc comme si un lieu déchargeait une émotion, comme une bande vidéo, une bande magnétique qui repasse en boucle. Ok. Donc ça, c'est la mémoire du lieu. Un fantôme pourrait aussi être un esprit donc désincarné qui ne saurait pas qu'il est mort, donc il continuerait de faire comme s'il était vivant, donc en continuant d'évoluer dans le milieu qu'il connaissait de son vivant. Voilà, comme s'il n'avait pas pris conscience de cet état. Et au moment où il prend conscience de cet état, là, il y aurait une libération qui pourrait se faire, et il pourrait accéder donc à d'autres niveaux. Et ouais, donc, comme une constatation d'une anomalie, de dire ah mais là non, je devrais plus être là, il y a un problème. Vous savez, moi sur Facebook, j'adore les images rigolotes, et c'est vrai qu'à ce sujet-là, il y a toujours une image qui me fait mourir de rire. C'est la phrase qui dit mes nouveaux colocataires pensent que la maison est hantée, mais moi ça fait 250 ans que je suis là et j'ai jamais rien vu, quoi. Donc oui, je la connais, j'ai déjà vu. Et les ouvrages de Patricia Daré expliquent très bien ça d'ailleurs, que effectivement, certaines personnes ne se sont pas rendues compte qu'elles sont défuntes, qu'elles sont mortes, et donc elles continuent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Voilà. Et c'est intéressant parce que là, il y a tout un travail, alors que le médium fait, si j'ai bien compris, parce qu'il y a effectivement plusieurs types de travail quand on est médium, mais d'essayer de travailler, c'est un travail de psychothérapie finalement, c'est une psychologue, le médium, qui va travailler avec ces personnes défuntes pour les amener à prendre conscience de leur nouvel état et de partir et d'évoluer. Justement, par rapport à cette possibilité qu'on soit face à un champ d'information, est-ce que vous pensez que la science aujourd'hui pourrait aller un petit peu plus en avant et se dire tiens, on va réfléchir, parce qu'avec un téléphone portable, je peux contacter la Terre entière, je peux lire des livres, je peux regarder des films, où que je sois, parce que j'ai le bon appareil. Est-ce que vous pensez que la science pourrait se dire essayons de créer un appareil qui pourrait peut-être capter ce champ d'information pour voir si cette hypothèse tient la route. Là, on serait plus dans la science humaine, mais dans la science dure, on va dire technique, de data. Oui, ça se fait déjà. Vous savez, les expériences de transcommunication instrumentale, par exemple, montrent a priori que l'on arrive à capter des informations qui dépassent celles que l'on peut capter en temps normal avec nos 5 sens. Voilà, lorsque on arrive à recréer un visage dans un écran de fumée, lorsque l'on arrive à enregistrer des voix sur une bande magnétique qui seraient attribuées, alors ou non à un défunt, ça c'est toujours un petit peu compliqué, c'est le débat, est-ce que c'est vraiment un défunt qui s'exprime
sur cette bande magnétique, ou est-ce que c'est pas plutôt finalement une pensée qui s'imprimerait, la pensée humaine, vivante, qui s'imprimerait par télékinésie sur la bande son? Bon, c'est toujours un petit peu compliqué de trancher. Mais le fait est que ces phénomènes existent, ils sont manifestes. On en a des témoignages, on en a plein depuis des dizaines d'années. Le père François Brune a étudié ça pendant des dizaines d'années, la TCI. Voilà. L'IFRES étudie aussi ces phénomènes. Si vous allez sur leur site, vous allez trouver plein de vidéos qui montrent de superbes visages qui ont pu être pris en photo et en vidéo. On a Sonia Rinaldi aussi au Brésil qui est quand même assez précurtrice sur ces sujets-là. Bon, le Brésil est quand même, on va dire, beaucoup plus ouvert quand même sur le sujet que nous. Le spiritisme est là-bas une religion. Enfin voilà, pour eux, la vie après la mort n'est même pas une question, c'est une affirmation. Enfin voilà, on est loin d'être aussi ouvert que le Brésil quand même. Oui, alors dans beaucoup de pays, finalement, les gens sont assez ouverts. Hein. Je me rends compte que ça soit sur le continent asiatique, amérindien, africain. Tous ces gens-là savent, je dis bien savent, que la vie continue après la mort. Ils continuent d'avoir un culte aux défunts, ils continuent de parler avec les défunts. Pour eux, ces choses-là font partie du quotidien. Il n'y a que nous, dans notre culture occidentale, où nous nous posons les questions. Mais est-ce qu'on accepte la mort? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on accepte la mort? J'ai l'impression que notre culture occidentale n'accepte pas la mort, que c'est une espèce de faiblesse. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 1800, on se photographiait avec son mort, hein, que ce soit un enfant, un conjoint, on se mettait à côté, la pause c'était des dizaines de minutes, et on était à côté du cadavre de la personne, et puis on se faisait prendre en photo. Aujourd'hui, ce serait totalement inimaginable. Enfin, on ferait ce type de cliché, mais ce serait tout de suite un scandale quand même. J'ai l'impression on veut refuser la mort et donc on veut plus la voir du tout. Nous sommes dans une société où on refuse l'idée de la mort, puisque nous sommes dans une société où on a le droit à tout de suite, tout le temps. Voilà, j'ai le droit. Vous savez, la fameuse publicité L'Oréal parce que je le vaux bien. Oui, bon, ça reste à prouver. Mais donc tous les mécanismes, tous ces phénomènes qui montreraient que, non, nous ne sommes pas tout puissants, nous sommes castrés, comme disait Freud, hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à tout le temps, nous ne pouvons pas tout faire. Effectivement, c'est pas très drôle, donc on cherche à nier ça, à dénier ça, donc à écarter du champ de conscience. Donc dès que quelque chose ou quelqu'un va rappeler que notre finitude, il ne va pas forcément être très bien accueilli dans notre société. Ouais. Ça voilà. Enfin, comme vous le disiez, hein, dans beaucoup de cultures et pratiquement depuis tout le temps, on vénérait les morts, on gardait les crânes. Enfin, il y avait voilà, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Aujourd'hui, voilà, quand on incinère quelqu'un, pardon, garder l'urne dans son salon, ça fait tout de suite un peu morbide. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on dit la mort c'est pas bien, donc et puis surtout ça sous-entend une fois que la personne est morte, elle n'existe plus, il n'existe plus rien d'elle. Là c'est la matérialité vraiment poussée à son extrême et quand vous n'êtes plus là, on passe à autre chose, on zappe. C'est un peu la culture du zapping, quoi. La personne est partie. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes me disent je ne veux pas faire mon deuil, puisque pour certaines personnes, faire son deuil, c'est oublier. Alors, c'est ça. Faire le deuil n'est pas oublier. Faire le deuil, c'est faire avec l'absence, mais que l'absence redevienne présence sous une autre forme. Souvent, les gens me disent mais vous savez, monsieur Gession, finalement, mon papa, il est mort, mais il est là. Mais vous dites, un témoin qui vous dit tant que je pense à elle ou tant que je pense à lui, il existe en fait. Et c'est pas complètement faux dans la mesure où il devient une information, et l'information n'existe qu'à travers les gens qui l'ont en fait. C'est assez intéressant ça comme processus, je trouve. Oui, c'est un vieux monsieur là qui me disait ça, qui avait perdu son épouse, 93 ans, et je voyais ce monsieur toutes les semaines, et ce monsieur pleurait, il était inconsolable, et il a été inconsolable jusqu'à la fin de sa vie, hein, d'avoir perdu son épouse. Et il me disait, mais Simon, ça me fait du bien de vous voir, parce qu'à chaque fois que je vous vois, je sais que vous avez vu mon épouse, et donc c'est comme si un peu je la revoyais. Bon. Elle existe parce que vous l'avez connue, donc voilà. Si vous vous souvenez d'elle, elle n'est pas partie complètement, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça que je tiens à vous voir. Bon, il y avait quand même un lien qui se créait un peu curieux avec lui, mais ce pauvre homme, il était tellement dans la souffrance qu'il n'arrivait pas à avancer, plus que ça. Oui, c'est ça. Tant que quelqu'un pense à ma femme, elle est encore vivante. Je me souviens de cette phrase et je l'entends me le dire. Hein.
Ah non, Ouais. c'est frappant et en même temps c'est tellement vrai puisqu'une fois que tous les gens qui vous ont connu ne sont plus là, bah quelque part, si vous n'avez pas laissé une trace autre, Oui, un livre, un film, que sais-je, bah quelque part vous n'existez plus quoi. Enfin c'est assez flippant, mais voilà. c'est un petit peu vrai quand même. Alors Bah, justement, alors j'imagine que bah, vous travaillez avec toutes les catégories d'âge, parce qu'hélas, oui. j'imagine que vous voyez aussi, vous voyez pas que des gens très âgés, vous devez voir aussi des gens dans la force de l'âge qui hélas sont frappés par une maladie. Mais souvent on dit, bah, les vieux couples, quand un part, l'autre survit pas très longtemps, comme si la mort de l'autre générait chez le survivant une espèce bah, de chronomètre, de dire bon bah j'ai plus envie d'être là, donc mon corps va réagir pour que je parte plus vite. C'est quelque chose que vous avez constaté ou pas vraiment quand même? Alors, c'est quelque chose que l'on constate lorsque vraiment le deuil est lourd, très Ouais, lourd à porter et lorsque, autour de ces personnes qui sont endeuillées, il n'y a pas beaucoup d'expression de la parole, elles n'arrivent pas ouais. à s'autoriser à parler. Mmh. Autour d'elles, il n'y a pas l'étayage suffisant, on va dire, pour continuer à vivre. Alors, l'étayage suffisant, c'est quoi? Bah, c'est donc pouvoir verbaliser sa souffrance, donc avoir Ouais. en face des gens qui entendent et qui respectent cette souffrance et avoir, on va dire, des amis ou de la famille qui est Mmh. là pour, bah, stimuler un peu la personne, pour l'aider à sortir un petit peu, aider à reprendre des activités. Et puis, j'encourage aussi les personnes à écrire, Mmh. à témoigner, en fait, à en faire quelque chose, à faire de la peinture, à transformer cette expérience, ce drame, en quelque chose. Ouais. Voilà. Mais Mmh quand les mh, mmh. personnes n'ont plus cette capacité-là, n'arrivent plus à parler, ne s'autorisent pas à parler, ou alors qu'elles se retrouvent vraiment isolées avec plus personne finalement autour d'elles pour sortir un peu de Mmh. ce quotidien où l'autre n'est plus, là, oui, il y a un risque de glissement, hein, on dit de glissement. Les gens glissent, se laissent aller. Ouais. Se Alors, laisse aller, ouais. ça s'observe effectivement chez les personnes très, très âgées, par exemple, le syndrome de Ouais. glissement. Et puis, voilà, on sait qu'un deuil qui est très violent, qui n'arrive pas Mmh. à être parlé, peut déclencher une pathologie. Alors, on va dire une pathologie qui était sous-jacente, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas créer une maladie, mais ça va faire basculer une maladie Mmh. qui était là. Ouais, on sait que certaines personnes voilà, pourraient développer certains cancers plus vite, un peu plus rapidement, parce Ouais. qu'elles ont eu un choc absolument effroyable. Oui. Il y a un médecin qui me disait, ben, Psychologiquement, le corps a plus envie de se battre, donc il se laisse bouffer, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais, ouais, ça oui, c'est. mais en fait, la souffrance est tellement grande, une souffrance qui ne peut pas se dire. On fait Mmh. tous l'expérience de ça, de cette souffrance qui ne peut pas se dire. Par exemple, on n'arrive pas à dormir, on ne trouve pas le sommeil, ou alors on a des poussées d'eczéma, on a mal au dos, on a mal à l'estomac, on a mal au foie, on a un sentiment d'oppression au niveau de la gorge. Voilà, on a Mmh. tous des moyens de somatiser cette douleur, cette souffrance. Mais voilà, lorsqu'on n'arrive pas à verbaliser et que la souffrance est tellement forte, que bah, même par le corps, elle se dit de manière très très forte. Vous voyez, donc effectivement, là, on peut développer certaines pathologies Assez graves. lourde, assez grave. Mais quand même, quand je lis votre livre, quand je le finis, et je suis obligé de me dire au fond de moi, mais quel mal y a-t-il à laisser penser les gens qui souffrent que l'autre n'est peut-être pas complètement parti, qu'il continue, et qu'on va peut-être le retrouver. Ça fait de mal à personne, je dirais. Enfin voilà, moi c'est Oui. l'impression que ça me donne. C'est pas nocif pour la personne endeuillée, ou ça l'est. Je sais pas si c'est bon ou pas pour elle. Ah bah, moi, je pense que c'est bon. Après, Mm. il faut toujours faire attention. C'est-à-dire, si cette personne pense que son conjoint continue d'exister ailleurs après la mort, très bien. Généralement, on observe que le deuil s'allège. Alors, ça ne fait pas tout le travail, hein. Le deuil ne Ouais. se termine pas avec ce genre d'expérience, mais ça allège quelque chose, ça Mm, allège une mm, souffrance, mm, ça fluidifie. On sent mm. tout d'un coup que les gens se réautorisent ben, un petit peu à aller au cinéma, à rencontrer d'autres personnes, à reprendre le sport, mais ils continuent de pleurer sur l'absence de l'être qui est Mm, parti. Ça ne mm, résout pas mm, tout, mais ça allège. Alors mm, effectivement, les gens, lorsque ils ont ce genre de phénomène, de vécu subjectif de contact avec les défunts et qu'ils en parlent à leurs proches, les proches peuvent penser bah, que tiens, ça y est, tu vas tomber dans la dépression, ou tiens, tu vas te laisser embrigader dans une secte, ou tiens, finalement, tu vas rentrer dans la psychose, comme si on devenait psychotique du jour au lendemain, alors que pas du tout, hein. mm, mm, Absolument mm, pas. mm. Pas du jour au lendemain, ça se fait. Si on est de structure psychotique, on l'est depuis notre naissance, hein. À un moment donné, ça se déclenche, mais on ne le devient pas du jour au lendemain comme ça. Mais il y a cette croyance, effectivement, que bah, ça va déclencher quelque chose de pire encore.
Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est comme, vous Mmh. savez, je reçois beaucoup de parents qui me disent: «Mais est-ce que je peux emmener mon enfant, ma fille, emmener voir son papa, à l'hôpital? Vous ne croyez-vous pas que ça va lui faire plus de mal que de bien? Et si je lui en Mmh. parle pas? Et si je l'emmène pas au cimetière? Et si je l'emmène pas à l'église? Est-ce que ça va pas la protéger?» Absolument pas. Ça fait Mmh. l'effet inverse. Voilà. Ouais, c'est un élastique comptant quelque part. Enfin, parce que l'enfant fera son deuil, mais peut-être plus tard et dans des conditions moins bonnes, quoi. Enfin, voilà, En c'est pas fait, évident, l'enfant, quoi. Mm. si on n'invite pas l'enfant, si on ne lui propose pas, alors je dis pas qu'il faut imposer à l'enfant de venir voir son papa ou sa Ouais, maman qui est en ouais, fin de vie. ouais, Il faut ouais. lui proposer avec Mm. toute la sincérité. C'est-à-dire que des fois, les parents peuvent proposer, mais ils pensent dans leur tête très fort: «Ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas». Et l'enfant est très sensible à toute l'atmosphère qu'il y a autour d'une parole. Donc si on lui pose la question, mais que notre réponse, elle est déjà dans notre tête, l'enfant, Mm. il va entendre la réponse qui est dans notre tête, donc il va dire: «Non, je n'ai pas envie de venir», Ouais, ouais, pour faire ouais. plaisir à papa ou à maman. Mm. Mais finalement, Mm. ce que nous enseignent les orphelins, même des années et des années après avoir perdu leur papa ou leur maman, c'est-à-dire des personnes que je peux recevoir qui ont aujourd'hui 80 ans, et qui me disent: «Mais vous savez, Simon, la plus grande douleur, ce n'a pas été de perdre ma maman à l'âge de 6 ans, c'est qu'on ne m'ait rien dit, c'est Ouais, que j'ai pas pu me recueillir, c'est que je n'ai ouais, pas assisté à son enterrement, comme si moi j'étais responsable de quelque chose. Et donc ouais. j'ai grandi avec cette culpabilité-là». Mm, mm, Vous voyez? mm. Ouais, c'est Et terrible, terrible, ça. ça c'est terrible, ça c'est Mm. terrible. Voir son papa ou sa maman en fin de vie, c'est dur, mais si on est entouré d'une famille qui nous explique les choses, qui nous autorise à verbaliser nos émotions, et d'ailleurs nous en tant qu'adultes, on peut ressentir des émotions, on peut pleurer devant l'enfant et on explique pourquoi on pleure, Mm, parce que je suis mm, mm. triste parce que papa est à l'hôpital et voilà, c'est une maladie grave. Voilà, tout ça, ça lui enseigne ce qu'est devenir adulte. Devenir adulte, être fort, c'est pas ne jamais pleurer. Ça ne marche pas. Être Ouais, adulte et être fort, c'est au contraire savoir pleurer quand il y a à pleurer et savoir mettre des mots sur ses émotions quand il y a besoin. Voilà. Et puis quand on ressent trop d'émotions, eh ben, on sait se tourner vers quelqu'un qui pourra nous aider. C'est-à-dire un psychologue, un médecin, mais aussi des amis. Hein. On sait qu'on peut décrocher le téléphone pour appeler un ami. Allô, je ne vais pas bien aujourd'hui. Mais si on n'a jamais appris à le faire étant enfant, jamais on aura l'idée de faire ça une fois adulte. mm. Donc c'est très important, très très important vraiment d'enseigner ça aux enfants, de s'autoriser à dire ce qu'ils ressentent, voilà, et Mm. de leur poser la question. Ouais, effectivement. Effectivement, Et effectivement, ça fait pas de mal aux gens qui ont vécu ce genre d'expérience de verbaliser autour de cette expérience-là. vous avez des jeunes enfants qui vous décrivent ces témoignages que vous avez recueillis, ou ce sont plutôt en général des adultes d'un certain âge quand même? Ou alors vraiment vous avez des témoignages de toutes les tranches d'âge? Alors, on va dire que les témoignages les plus jeunes que j'ai pu avoir, c'est autour de 12-13 ans. Oui, parce qu'il faut formaliser quand même, c'est pas évident. Voilà, c'est Mmh. très probablement que les enfants ont ce genre d'expérience, sauf Ouais, qu'ils ouais, vont avoir du mal à ouais. vraiment mettre des mots sur ça, distinguer la réalité de ce qui n'est pas la réalité, du rêve, du jeu. Bon. Mais effectivement, là, ceux que j'ai en tête qui me viennent, là, ils avaient 12-13 ans, qui m'ont dit très clairement qu'ils avaient ressenti une présence de Mmh. leur papa, qu'ils avaient vu, ou qu'ils avaient eu des rêves qui étaient très différents des rêves qu'ils faisaient d'habitude, dans lesquels le papa était là et disait: «Ma chérie, je vais bien, je Mmh. suis toujours en vie, je vais bien et je t'aime». Bon, Donc c'est voilà, fort quand même. C'est fort. oui. Enfin, c'est voilà Mais quoi. ce sont toujours des messages d'amour, vous voyez? Ouais. Et c'est ce qui est touchant dans ces Mmh. expériences. C'est que lorsque les gens vivent un VSCD, donc c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quelqu'un, tout d'un coup, s'allonge à côté d'eux dans leur lit, alors on pourrait dire: «Oh là là, ça fait très peur». Bah, finalement, ça fait pas si peur que ça parce que c'est tellement empreint de bienveillance et d'amour que, l'expérience se passe, assez facilement finalement. Et puis quand on sent le parfum de son papa ou de son mari, vous voyez, le parfum qu'il avait l'habitude de mettre. Bon, bah, si le mari était un bon époux, qu'on a vécu dans l'harmonie pendant des années, pourquoi est-ce que ça changerait après la mort? Vous Simon, voyez? ça fait peur, mais ça fait peur si on n'est pas préparé. Si aujourd'hui un livre, votre travail est mis plus en avant et que les gens se disent: «OK, il y a plein de gens qui vivent ce type d'expérience, on est quand même un peu plus préparé». Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ce qui fait peur, c'est l'inconnu, c'est le truc quelqu'un qui a lu votre livre qui perd son conjoint et qui va ressentir une présence, bah moi je suis sûr qu'il aura moins peur, très honnêtement, et limite il sera préparé. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi Moi je suis pas sûr j'espère, que. c'est vrai que c'est pour ça que Ouais,
c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire, déjà pour témoigner hein, de tout ce qui se peut se passer, de ces phénomènes, mais aussi pour dire à toutes ces personnes, surtout, vous n'êtes pas folles. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir quand elles osent, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage hein, pour aller voir un psychologue et pour dire, voilà ce qui m'est arrivé. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Ah non, vous n'êtes absolument pas en train de devenir fou. Non, pas du tout. Non, des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Et voilà, je vais vous raconter les genres de témoignages que j'ai pu avoir. Alors, bien sûr, je ne dirais pas que tous les témoignages qu'on m'amène, de les prendre pour argent comptant. Il faut faire attention, ça s'analyse. Hein. Comment est-ce que la personne en parle? Est-ce qu'il y a un regard critique dessus? Est-ce que ça lui est déjà arrivé par le passé? Est-ce qu'on sent qu'il y a un morcellement au niveau de la personnalité? Est-ce que ça vient couper quelque chose dans la relation à l'autre? Est-ce qu'elle s'enferme sur elle-même? Ou au contraire, est-ce que ça va ouvrir un débat, ça va ouvrir quelque chose? Avoir envie de lire, avoir envie de rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle en fait, cette expérience-là? Des fois, des expériences peuvent être, bon, il y a une plume qui est apparue chez moi. Bon, chacun a une interprétation. Moi, je n'irai pas tout de suite dire que c'est une manifestation d'un défunt. Mais pour la personne, elle est persuadée que c'est son conjoint ou sa conjointe qui est venue témoigner. Bon, pourquoi pas? Moi, la personne croit que oui. Alors, oui, effectivement, je la laisse. C'est pas méchant. Ça lui fait pas de mal. Qui je suis, moi, d'ailleurs, pour dire si c'est vrai ou pas vrai. Enfin, je suis juge de rien. Hein. Je suis juste là pour rapporter la parole des gens. Mais, c'est ce travail de scribe, comme vous le dites dans le livre, le scribe qui rapporte en fait, hein, qui se contente de rapporter le fait et qui n'analyse pas spécialement, effectivement. Bon, alors juste un dernier mot sur un phénomène social qu'on constate de plus en plus quand même, je trouve, c'est ce qu'on appelle le ghosting. Alors là, c'est encore autre chose, c'est une personne bien vivante qui du jour au lendemain, on voit ça parfois dans les relations amoureuses, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui du jour au lendemain ne donne plus de nouvelles, c'est comme un deuil en fait. On va dire que les personnes vont devoir subir un petit peu les mêmes étapes, et en ça votre livre explique les phases du deuil, je trouve ça très intéressant. Parce qu'on se rend compte que même, là on parle de la mort, mais la fin d'une relation, la mort d'une relation, c'est un petit peu les mêmes mécanismes quand même au final. Alors effectivement, le deuil avec un grand D, c'est-à-dire c'est l'expérience de la perte. Et l'expérience de la perte, on en fait vraiment l'expérience dans notre quotidien, tout au long de notre vie. Françoise Dolto disait que l'enfant, lorsqu'il vient au monde, lorsqu'il naît, fait une expérience de perte, fait un deuil. C'est-à-dire qu'il était dans le ventre de sa maman, dans un milieu liquide, à 37 degrés, bercé en permanence, et puis tout d'un coup, il arrive au monde, donc il naît, et il passe d'un milieu liquide à un milieu aérien, il ressent la froid, il était nourri en permanence, tout d'un coup il ressent la faim, on coupe le cordon ombilical, voilà, c'est un changement radical d'une sensorialité qu'il ne retrouvera plus jamais. Donc c'est un deuil. Lorsqu'on vit des années avec quelqu'un et que ce quelqu'un nous quitte, c'est un deuil. Lorsque l'on change de travail, c'est un deuil. Sauf que, effectivement, l'émotion ne sera pas forcément la même derrière. Hein. Tout dépend du nombre d'années et de la relation que l'on entretenait avec l'objet ou la personne qui disparaît. Mais effectivement, l'expérience de perte fait passer par ces mécanismes de défense, donc ces mécanismes de deuil. Oui. Mais c'est pour ça, ce ghosting, c'est vraiment détestable. Et j'ai envie de dire, quand on a la chance de pouvoir parler aux gens, parce qu'on parle de relations amoureuses, mais c'est des amis aussi. Hein. Vous avez des amis qui, du jour au lendemain, vous donnent plus de nouvelles, vous savez pas ce qui s'est passé, si vous avez fait quelque chose. Et c'est vrai que vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, travaillant dans ces domaines, c'est vrai que vous devez vous dire aussi que c'est une chance de pouvoir communiquer entre nous, et quand quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, de dire bon je te le dis, plutôt que de plus te calculer ou de pas t'expliquer les choses. Voilà, c'est peut-être un enseignement aussi de dire on a la chance de se parler, parlons-nous quoi. Exactement, et c'est ce que je dis aux personnes qui accompagnent les proches en fin de vie. Ouais. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Ouais. N'écoutez pas les discours des voisins, des gens de la famille, parce qu'ils sont toujours plein de bons conseils, mais alors qu'ils ne s'appliquent pas déjà à eux-mêmes. Les conseillers ne sont pas les payeurs, jamais. Ouais, et alors ça, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois dans ma vie. Vraiment, dites ce que vous avez envie de dire. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. De toute façon, si votre intention elle est bonne, le message il va passer. Vous allez trouver les mots, vous allez trouver les gestes qu'il faut faire. Et effectivement, alors c'est dramatique d'accompagner quelqu'un qui meurt d'une maladie grave. Mais dans ce drame, il y a encore la possibilité, il y a encore ce temps pour se dire des choses, pour réparer certaines choses. Ouais.
essayer de réparer du moins, hein, parce que c'est des fois un peu une idée Ouais, mais reçue. en tout cas, de se dire les choses au moins, voilà, De c'est faire ça, quelque quoi. chose. De se dire Alors, et les si choses. la personne meurt du jour au Ouais. lendemain, vous voyez, elle Mmh. traverse la Mmh. route et elle se fait renverser par la voiture, c'est-à-dire Ouais. qu'on était là, on n'est plus là. Il n'y Mmh. a pas eu cette possibilité de dire les choses. Et là, Ouais. ça laisse vraiment des deuils rudes, Mmh, compliqués et mmh, mmh, qui mmh, mmh. risquent de laisser des traces toute la vie. Parce que C'est vous beaucoup l'avez plus douloureux que ces deuils sont plus traumatiques que les deuils où on a pu accompagner même quelques exactement. heures, hein, quelques jours, la personne. C'est ça, j'ai envie de vous dire profitons. Parce qu'apparemment, si c'est une réalité, il est beaucoup plus dur de laisser des messages plus complets une fois qu'on est passé, hein. On doit avoir quelques secondes de bande, hein, vraiment un appel, un peu comme en prison, vous avez un appel d'une minute, pas plus. Donc c'est C'est plus ça, c'est ça. condensé. Alors, c'est vrai que c'est ce que ça m'a enseigné, effectivement, c'est de dire à quelqu'un qu'on l'aime quand on Ouais, ressent qu'on l'aime. Il ne faut pas ouais, s'encombrer ouais, de faux semblants. Et ça m'a fait évoluer là-dessus. Là. Moi-même, j'étais quelqu'un ouais. d'assez réservé, d'assez timoré sur le sujet, et je le suis beaucoup moins depuis que je travaille dans ces services. Quand ma fille passe à côté de moi, je la prends dans mes bras, je dis, bah Voilà, voilà, je c'est dis oui, ça, je t'aime. c'est ça. Et si Ouais, ma compagne, voilà, si je la regarde et que voilà, je dis, bah, je t'aime, merci d'être à mes côtés. c'est Il ça, faut c'est dire les ça. choses parce que c'est tellement important de le dire les choses. C'est vraiment ce qui reste lorsque la personne est disparue, c'est ce qui va nous rester après. Non, C'est ce qu'on a c'est cet semé, amour ouais, qu'on ouais, a pu ouais, dire. Mais ouais. effectivement, alors effectivement, là, je rebondis sur ce que vous disiez aussi, c'est qu'on n'a pas tous l'opportunité, une fois passé de l'autre Ouais, côté du voile, ouais. finalement, hein, parce que Mmh. les gens disent de l'autre côté, mais c'est où l'autre côté? Finalement, ça serait ici en même temps que nous, hein, mais sur une Mmh. autre fréquence. C'est ce que je Ouais. comprends. Hein. Ouais, je vous Et rejoins, j'avais ouais. Mmh. interrogé Henri Vigneault, le grand médium Henri Vigneault, à ce sujet, et il me disait, ben, effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais ça semble compliqué pour certains défunts de rentrer en contact avec les Mmh. personnes. Alors, pour des tas de raisons. Soit parce que déjà, nous-mêmes, en tant que vivants, il faut élever nos Mmh. vibrations pour Mmh. rentrer un peu plus en contact, pour s'élever, Mmh et les mh. défunts doivent baisser leurs vibrations. Voilà, donc nous, on monte, et eux, ils doivent baisser, et là, clac, on pourrait à peu près se mettre à niveau pour faire passer un message. C'est pas si simple que ça, de Mmh monter mh en mh. vibration. Et pour eux, c'est pas simple de descendre. Et puis, il y a quelque chose de très mystérieux, c'est qu'il me dit que des fois, malgré tout, bah, le contact n'est pas autorisé. C'est comme s'il y Ouais, avait quelqu'un, un gardien de la porte finalement, hein, ouais. qui n'autorise pas le contact pour une raison qu'on ignore et qui nous dépasse, mais ça ne se fait pas. Alors ça, c'est un peu dur parce que finalement, il y a des tas de couples qui sont brisés par Mmh. l'absence de quelqu'un, d'un être proche, bah, du conjoint, de la conjointe, et qui me disent, mais Simon, mon mari, je l'aimais plus que tout, et pourquoi est-ce qu'il ne m'envoie pas de signe? Ça veut dire Ouais. qu'il ne m'aimait pas? Je Mmh. dis, mais Dur ça, hein, non, dur. ça va pas, Mmh. ça ne marche pas comme ça. Ouais, Mais eux l'interprètent comme ça. C'est-à-dire que si des signes sont possibles, moi qui l'aimais tellement fort, et lui qui disait m'aimer tellement fort, pourquoi est-ce que je ne reçois pas de signes? ouais, Ah, ouais, ouais, ouais. pas Ouais. évident. Mais il faut, alors ce que j'ai compris, c'est qu'il faut soi-même avancer un petit peu sur ce travail de deuil Mmh. pour ouvrir un petit peu, pour alléger, pour pouvoir être en mesure de recevoir les signes. Parce que souvent, lorsqu'on vit un deuil, on est tellement accablé par ce Mmh. qui se passe qu'on a comme des On est œillères et qu'on ouais. n'arrive pas à voir tous ces signes qui sont autour de nous. Donc il faut C'est avancer un c'est petit peu. c'est un sujet vraiment passionnant par, Oui, les abîmes, de réflexion qu'il ouvre, je trouve effectivement et encore une fois, Simon, permettez-moi de garder quand même, cette réflexion à la lecture de votre livre, c'est putain, parlez-vous tant que vous êtes là, ah oui, dites-vous les choses, engueulez-vous, serrez-vous, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le. Voilà, c'est une belle leçon de vie quand même, je trouve. c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Laissez tomber les faux semblants. Voilà. Ouais, Et embrassez ceux que vous aimez. Profitez d'un bon verre de vin si ça vous fait plaisir. Allez au ouais, restaurant avec vos amis si ça vous fait plaisir. Profitez de la ouais. vie matérielle. Enfin, la matérielle, toute Oui, raison gardée, mais profitez de voilà, la chose. Quand profitez c'est des possible, moments. allez-y. Ouais, Puisque c'est ça qu'on emporte avec nous. Hein. Quand on ouais. meurt, c'est tout l'amour qu'on a donné aux autres. Bah, c'est ça qui restera en eux, ça c'est sûr. Mais a Mmh. priori, c'est ça qu'on amène aussi avec nous. Ouais. Finalement, quand les ésotéristes nous parlent un petit peu de notre passage sur Terre, pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre? C'est pour faire des expériences, pour Mmh. expérimenter la matière et la séparation. Alors allons-y, expérimentons la Mmh. matière. Donc, Voilà. allons-y, Mmh. profitons du soleil, Hein. profitons du Voilà, vent, profitons profitons-nous, du meilleur. hein, respectons-nous les uns les autres et puis encore une fois, Eh oui, hein, je, moi j'ai l'impression quand même que c'est ce que vous avez, enfin pas ce que vous avez appris, mais ce que vous cultivez aujourd'hui dans votre chemin de vie quand même.
J'essaye. Alors, c'est pas toujours évident, hein. Je suis Ouais. comme Ah tout bah le oui, monde, oui, hein. oui. Ouais. J'ai les mêmes affres que n'importe quel autre mortel. Mais bien sûr, ça me fait relativiser. Oui, 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 ça me fait relativiser certaines choses, certaines disputes. Bon, ok, d'accord. Il faut se Ouais, disputer voilà, parfois. ouais, voilà, hein, c'est pas bien grave au final. Non, c'est pas bien Si grave au final. Simon, on a atteint l'heure d'émission, on pourrait discuter beaucoup plus longtemps, hein, mais vous savez qu'on essaye de respecter le format d'une heure. J'aurais une dernière question. Bon, alors ce livre a maintenant plus d'un an. Euh, Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie d'en écrire une suite ou une édition enrichie ou pour l'instant vous le laissez décanter tranquillement? Je laisse un petit peu décanter. Alors, c'est vrai que Mhm. depuis que je l'ai écrit, bah, j'ai d'autres témoignages qui me viennent, J'imagine. toujours un petit peu du même style. Voilà. Je vais voir. Je vais voir. Après, il y a d'autres sujets qui m'intéressent, bah, justement sur les passeurs d'âme, sur les médiums, sur les guérisseurs. C'est intriguant. Voilà. Quand on commence à ouvrir la porte, on s'aperçoit qu'il y a plein de domaines qui sont hyper intéressants et surtout quand on rencontre des gens qui sont incroyables dans leur domaine. Voilà. Parce que Mm. c'est comme Mm. dans tous les domaines, hein, comme vous disiez, vous parliez tout à l'heure des médiums. Bah oui, tout le monde, beaucoup de personnes se disent médiums, mais finalement très peu sont Voilà. bons. Comme Beaucoup chez de les peu psychologues, comme d'élus. chez les médecins, comme chez les psychiatres. Ouais, Ouais. ouais. Tout le monde n'est pas très bon dans ce domaine malgré les titres. Bah là, c'est pareil. Quand on rencontre des gens qui sont très bons, c'est assez bluffant. Et Ouais, donc, voilà, effectivement. peut-être que je m'orienterai là-dessus, et sur tous les guérisseurs, les passeurs d'âme, peut-être. Bon, mais voilà, il faut que les choses se fassent et elles se Oui, feront quand elles voilà. doivent se faire. En tout cas, un grand merci à Jean-Michel Grandcir, puisque voilà, JMG Édition va justement sur ces domaines d'édition, sur des sujets qui sont pas toujours faciles, hein, qui sont parfois un petit peu dérangeants, un petit peu troublants, et c'est vrai qu'on remercie Jean-Michel pour faire ce travail au quotidien pour que bah, toutes les paroles soient dites, et ça nous paraît super important. Simon, un Oui. immense merci pour cet entretien. Voilà, Merci moi pour j'ai votre pris aide. énormément de plaisir à discuter avec vous, et en plus je sais que cette discussion va générer beaucoup de réflexions derrière, donc voilà, c'est ça aussi qui est passionnant. J'espère que de votre côté, vous aurez pris beaucoup de plaisir à écouter Simon dans cette émission. Comme d'habitude, si l'émission vous a plu, eh bien, les petits pouces bleus, on n'oublie pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour savoir lorsque nous mettons du nouveau contenu. Et puis, si vous voulez nous donner un coup de main financier, ça se passe sur le Tipeee, T-I-P-E-E, et vous tapez Maybe Planet. Simon, on vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis on espère à très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet pour de nouvelles Avec grand aventures. plaisir. Merci de À votre très accueil. bientôt. Au Au revoir. revoir.